Je voudrais quand même attirer l'attention des partis politiques sur une question essentielle, parce que oui, justement, la question du parrainage, il faut que les gens fassent attention, parce que là, il y a les parrainages qui sont les fiches nominatives, qui seront, les formulaires nominatifs pardon, seront donnés, et après, il y a la réception des candidatures et la publication de la liste des candidats. Je voudrais quand même attirer l'attention des élus sur une question essentielle, notamment ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale, pour leur rappeler qu'on ne peut pas se parrainer soi-même. Le verbe parrainer, c'est on accorde sa caution à. Et donc, si quelqu'un devrait être candidat pour un parti politique, en tout cas, pour ma petite compréhension, parce qu'il ne faudrait pas que ça les rattrape en son temps. Parce que dès lors que la candidature est reçue par la Sénat, que la liste provisoire est publiée, il est bien dit dans le code que dès lors qu'un candidat, dans le duo, quelqu'un a un problème que la candidature est invalidée, toute la candidature, le duo va invalider. Donc, véritablement, ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale, qui souhaitent être candidats en réalité, et qui ont la confiance, qui savent qu'ils auront la confiance de leur parti, la première des choses à faire, c'est de quitter le Parlement et de laisser place à leurs suppléants pour les parrainer après. S'ils ne le font pas, en son temps, il se peut que ce débat revienne. Et qu'on dise, oui, mais parce que personne ne peut se parrainer, en tout cas, sauf si je comprends mal le français, hein, de ma position, sauf si je comprends mal le français. J'estime que ceux qui sont élus, que ce soit de la mouvance ou que ce soit de l'opposition, en réalité, si vous êtes élu aujourd'hui au Parlement, que vous voulez être candidat, la première des choses à faire, c'est que pour qu'il n'y ait pas d'interprétation à vouloir invalider votre candidature plus tard, la première des choses à faire, c'est qu'ils quittent le Parlement tout au moins pour laisser la place à leurs suppléants. Il reste quelques mois, ils ont déjà pris tout le gros loin. Ils laissent la place à leurs suppléants, quitte à ce que ces personnes-là puissent les parrainer. Pourquoi demain on ne rentre pas dans les comptes, en tout cas dans les interprétations juridiques à proprement dit, oui, parrainer, parce que le verbe parrainer, quand j'ai cherché à comprendre, j'ai vu que c'est accorder son parrainage à, donner sa caution à. Donc on ne peut pas se donner à soi-même une caution. C'est les autres qui vous donnent une caution au vu d'un certain nombre de facteurs en disant oui, il peut nous représenter, on peut lui donner une caution. Donc, il faut que déjà ça aussi, les gens puissent réfléchir par rapport à ça. Parce que je vois que dès lors que les autres ont le formulaire, et puis après les candidats, la liste provisoire soit publiée, vous allez commencer à dire non, pourquoi on va invalider, pourquoi il va faire ça. On ne veut pas rentrer dans ces détails-là. Je pense que véritablement, c'est un point essentiel sur lequel il faut quand même alerter les élus au Parlement. Justement, j'ai bien envie de vous poser la question, comment les candidats pourraient sécuriser leur parrainage sans déroger aux règles d'éthique? Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des parrainages au niveau de toutes les fonctions politiques, en tout cas de 3 ou 4, hein, parce que le parti FCBE en a quand même 6, hein, à proprement parler. On ne sait pas vers où. Lui, il veut 15, pardon, pas 15, hein, 22 de l'autre côté. Je ne sais pas s'il réussira à avoir les 22. Sécuriser, je crois qu'au niveau de la mouvance, est-ce qu'à proprement parler, on peut craindre le fait que les gens ne fassent pas preuve d'éthique? Est-ce qu'il y aura même... Je pense que véritablement, il y a une dynamique. Les gens ne vont pas vouloir s'entêter à proprement parler. Au niveau du Parti des démocrates, on voit les débats ces derniers temps. Hein. On apprend que ça boude, on apprend après que non. Boniaï a trouvé le mécanisme pour sécuriser les parrainages. Mais dès lors que si on n'arrive pas à contraindre, en tout cas à empêcher certaines candidatures, mais ce dont je parle peut être un élément essentiel pour empêcher. Parce que dès lors que on vous demande un parrainage, que vous-même vous retrouvez dedans, alors que la loi vous donne la possibilité de quitter le Parlement pour laisser la place à votre suppléant, qui peut vous donner cette caution à un moment donné, il vaut mieux penser à ça plutôt que de dire après que non, je suis député moi-même, je vais me parrainer moi-même, et qu'on rentre dans des débats. Éthique. Est-ce que les gens de l'opposition, parce que ce qu'on peut craindre le plus, c'est que les députés de l'opposition, c'est à ce niveau que les gens ont de crainte. Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont faire défection? Est-ce que des gens, sur la base de certaines promesses, ne vont pas rapidement faire le jeu de ce que vous rappelez? Bon, je crois que Marc ne me dira pas le contraire. Son oncle, ancien maire de Calavi de Dravou, quand il devait être élu, on a dû cacher un conseiller communal jusqu'à Boycon. J'oublie son nom. Donc oui, évidemment, il se peut que dans des considérations ou dans des intérêts personnels, on arrive à convaincre quelqu'un, mais apparemment, selon les informations qu'on a reçues ça et là, il se situe, en tout cas, on peut être aussi certain peut-être que oui, il n'y aura pas de problème. Sauf que vous faites bien de poser la question d'éthique, est-ce que les gens vont suivre vraiment la ligne de l'information politique à proprement parler? On attend dit au niveau de l'UP également, il se peut que des gens fassent bloc autour d'un autre candidat qui n'est peut-être pas le candidat de Patrice Talon. Marc, votre avis sur la question? Oui, il faut se dire que déjà que ce calendrier est mis à disposition. Vous allez voir que les véritables tractations liées, par exemple, aux élections vont commencer vraiment par donner leur sens en ce qui concerne surtout le parrainage et pas seulement le parrainage. Il faudrait également que les citoyens déjà commencent par nouer ce lien-là en rapport avec les élections qui viennent, puisqu'on aura, il y a 2 dates qui sont vraiment très clés et qui doivent être dans la tête des Béninois. C'est-à-dire déjà que le 12 avril, il y a déjà le premier tour, le 12 avril 2026, il y a déjà le premier tour des élections présidentielles. Et déjà le 10 mai 2026 également, il y aura normalement le second tour éventuellement. Et donc, il y a ces dates clés que les citoyens doivent garder. Et il y a également cet aspect de parrainage qui, en réalité, constitue le vrai nœud, d'accord, de toutes les tractations
politique qu'il peut avoir avant les élections de 2026. Parce que tout va se jouer là. Tout va se jouer là. Puisque au niveau même des chapelles politiques pro-gouvernementales et également au niveau de l'opposition, on sait que tous ne s'accordent pas du même violon. Et l'autre chose qui est également très déterminante, c'est le choix du candidat. Puisque jusqu'aujourd'hui, par exemple, la plupart des Béninois, ou tous les Béninois, n'ont aucune idée de quel type de candidat la mouvance présidentielle va proposer. Et également au niveau de l'opposition, ils ne savent pas également quelle sera la proposition qui sera faite. Et donc, si éventuellement, déjà au niveau des propositions de candidature, lorsqu'on va se rendre compte que le candidat que choisira les partis de la mouvance présidentielle n'aura pas la bénédiction de tous les acteurs, de tous les leaders clés de la mouvance présidentielle, c'est en ce moment que vous allez comprendre qu'il y aura beaucoup plus de détails ou bien beaucoup plus de mécontentement de part et d'autre, ce qui fait que ça va émietter un peu les voix au niveau de cette chapelle politique-là. C'est la même chose qui guette également l'opposition de son côté par rapport au choix du candidat qu'ils vont proposer et qui doit faire normalement l'unanimité. Et on dit en politique, c'est toujours mieux de faire des additions que des soustractions. Il revient également à l'opposition d'aller pouvoir trouver un consensus avec les autres partis également, peut-être qui se réclament de l'opposition, mais à vue d'œil, on se dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'assises. D'accord, au niveau des militants, ils n'ont pas beaucoup de base, ils n'ont pas beaucoup de militants, alors que même le minime, d'accord, militant qu'ils ont, peut quand même contribuer à accroître et de façon, lorsqu'on va parler en termes de statistiques, ça va accroître quand même l'électorat au niveau de cette opposition. Et c'est pareil au niveau de la mouvance présidentielle pour qu'ils ne laissent pas également leur voix s'émietter, laisser peut-être des partisans compte tenu des mécontentements qui seront nés du choix du candidat pour les élections, du duo de candidats pour les élections présidentielles. Donc tout va se jouer. En fait, toutes les dates qui ont été citées ont toute une signification dans le jeu électoral qui va se faire. Parce que tout est déterminant. D'abord, à partir de demain, où il y aura déjà un certain nombre de modalités liées, par exemple, au parrainage qui sera mis à disposition demain 12 août, par exemple. Et donc, déjà, à partir du formulaire de parrainage, les tractations vont commencer aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, ça va commencer aujourd'hui. Et donc, à partir déjà des parrainages qui vont commencer par être mis à disposition, les formulaires, par exemple, les négociations vont commencer par s'imposer. Et au niveau également de l'opposition, les députés qui ont cette possibilité de pouvoir parrainer vont commencer par faire le chantage à leur niveau, quitte à pouvoir montrer d'abord la pertinence de leur parrainage et également dans le choix du candidat si éventuellement le candidat que va choisir peut-être ne va pas avoir l'assentiment de tous les leaders politiques au niveau de l'opposition, par exemple. Et que, tel qu'on l'a toujours dit, et tel qu'on l'a toujours regretté, pour que ça ne soit pas celui qui soit à la tête du parti, ou le leader, ou le roi du parti qui décide, par exemple, de proposer, par exemple, c'est Ant Griff, de proposer, par exemple, le candidat. Ça veut dire que s'ils ne s'entendent pas, ça peut fâcher. Et quand ça va fâcher, que ça ne vous étonne pas que parfois celui qui a même déjà son formulaire de parrainage, qui est déjà prêt à parrainer, puisse se dire « je ne veux plus parce que ce candidat n'a pas été désigné par consensus. Et ce candidat ne répond pas moi à mes aspirations ou bien ne répond pas aux aspirations du potentiel candidat auquel j'ai imaginé. Et donc du coup, ne le voyez pas prendre un vol pour Azerbaïdjan et ne plus revenir. Et donc, avec son formulaire, ne soyez pas surpris qu'il puisse disparaître et qu'on va le chercher sur toute la surface de la terre sans pouvoir le voir. Et même pourquoi ne pas aller rester en Palestine où c'est une zone hostile où personne ne voudra aller peut-être. Et donc, ça fait partie de tous les enjeux que doivent prendre en compte, par exemple, les politiques, les leaders politiques, les acteurs politiques, au niveau, que ce soit même au niveau de la mouvance présidentielle, qu'au niveau de l'opposition. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance, ils ont une liste assez large de parrainages et donc, à un moment donné, même si un ou deux disparaissent ou 10 disparaissent, ça ne changera pas grand-chose à leur niveau. Et donc, mais néanmoins, ça peut effriter les voix parce que tous ceux-là peuvent aller sur le terrain, peuvent aller convaincre pour pouvoir avoir le monopole, pour pouvoir permettre quand même de pouvoir avoir beaucoup plus d'accord de voix pour les présidentielles. Mais si éventuellement, ils ne commencent pas à avoir ces problèmes liés par exemple au choix du candidat, c'est que soyez sûr que ça va désorganiser tout le système, que ce soit au niveau de la mouvance présidentielle que de l'opposition. Et ça fait partie des pièges qui guettent. Donc tout le monde aura un regard très fixe sur le choix du candidat qui sera fait en octobre et on verra qu'est-ce qui arrivera après ce choix. Et vous allez voir que juste après le choix des candidats, puisque je pense qu'ils ont quelques jours, d'accord, dès qu'on va faire le choix des candidats, vous allez voir
lorsqu'on parle du Béninois qui est dense en politique, vous allez voir tous les calculs et tous les jeux qui se feront à ce niveau pour pouvoir montrer en réalité que ce sont les intérêts beaucoup qui guident les politiques et non plutôt les besoins du peuple qui les guident généralement. Roland Tonneikes, le système du parrainage favorise-t-il réellement et concrètement ou renforce-t-il concrètement le pouvoir des partis, des grands partis politiques? Bon, je dirais qu'à première vue, on peut dire oui, mais au fond, parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que ce soit une minorité qui décide au nom du grand nombre, parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont donner caution, c'est ceux qui sont élus. Et donc, ce n'est même pas ceux qui sont du bureau politique, ce n'est pas les militants, les coordonnateurs qui donnent caution à une candidature, c'est les élus. Ils ont tout le pouvoir aujourd'hui et donc ça renforce et en même temps ça affaiblit. Parce que pour moi, ce n'est pas ceux qui sont élus qui sont véritablement les leaders de la fonction politique. Les vrais leaders peut-être, ce ne sont pas ceux qui sont élus en réalité, qui sont au Parlement ou dans les mairies. Les vrais leaders, c'est ceux qui sont sur le terrain, les coordonnateurs, qui font un gros travail dans toutes les localités. Mais évidemment, dans cette affaire de parrainage, oui, il y a cette minorité qui a le pouvoir, qui fera du chantage. C'est vrai qu'au niveau de la mouvance, le chantage ne pourra pas avoir pour autant droit de citer. Mais au niveau de l'opposition, écoutez, il souffrait que les 8 députés de l'opposition, tous les jours, se lèvent pour dire à leur leader, écoutez, voilà ce que nous voulons. Et si on ne fait pas notre volonté, nous, on peut décider. Mais écoutez, vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'on peut promettre à un élu béninois, malheureusement, et qui va peut-être, ne va pas peut-être... la manière a changé, on a vu, hein, les acteurs politiques, vous faites très attention avec eux. Écoutez, quelqu'un peut simuler une maladie, se retrouver, ne pas donner son parrainage, vous ne le retrouvez pas comme Mac l'a dit, évidemment, ça peut arriver. Mais on ne souhaite pas ça vivement. Et puis après, vous le voyez peut-être dans le prochain gouvernement ministre. On a vu des gens, hein, on ne va pas citer les noms, avec tout ce qu'ils ont fabriqué avant en 2016 et tout ce qu'ils ont fabriqué en 2016 et 2017 d'ailleurs, mais qui sont devenus ministres. Donc oui, pour les acteurs politiques, il n'y a pas de honte en réalité, si les intérêts peuvent être dans le jeu. Je me rappelle de cette histoire de Kakabé, comment vous appelez, en Côte d'Ivoire. Écoutez, on a vu, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde refuse d'aller aux élections. Mais finalement, lui qui critiquait Ouattara a finalement accepté d'aller aux élections. Et par la suite, il est devenu ministre de la Réconciliation. Donc après, oui, ne soyez pas surpris de voir quelqu'un faire défection après devenir ministre du Consensus au Bénin. C'est possible. C'est vrai qu'on ne va pas souhaiter ça. Mais il faut que les acteurs politiques fassent l'effort de jouer, de faire preuve d'un peu d'éthique. Parce que c'est vous qui avez utilisé le mot. Même si en politique, à proprement parler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas véritablement. C'est les intérêts qui les guident. Et au prix de sacrifier les intérêts des autres ou les intérêts du peuple, on s'en fout. L'essentiel, c'est que nous, on soit à l'aise, qu'on soit à l'abri du besoin. Donc, véritablement, cette question de parrainage aujourd'hui est plus et mieux. Moi, je pense qu'ailleurs, là où les gens que nous avons copiés en termes de parrainage, le parrainage ne se fait pas de cette manière. C'est les élus, les élus locaux, c'est au niveau des populations, on peut demander 2000 signatures, 5000 signatures pour le parrainage. Ici, nous avons, comme nous sommes le quartier latin, à proprement parler, même si nous ne le sommes pas certainement à 100%, c'est que nous sommes là, ingénieux. Nous sommes des génies. Nous sommes ingénieux. On a innové. Oui, on innove. On innove. Ce qui ne se passe nulle part, nous nous amenons ça ici et puis on impose ça et ça passe. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas, ça passera. Sinon, qu'en réalité, le parrainage sous d'autres cieux, c'est pas comme ça quand même. Hein. Aller en France, aller au Sénégal, c'est pas ça. Je pense véritablement que oui, ce système de parrainage contraint les gens, en tout cas, donne pouvoir non seulement au président des partis, non seulement ou au patron. Parce que oui, il y a président, il y a président à président et patron des partis, patron des présidents des partis. Donc ça donne pouvoir au patron des présidents du parti. Et ça donne pouvoir au président du parti, donc vous suivez mon regard. Donc oui, voilà. Et donc après, ça donne maintenant pouvoir, de l'autre côté, au niveau où il y a président du parti, ça donne pouvoir à ces élus également, qui tous les matins peuvent faire du chantage à leur président. De l'autre côté, on sait que les présidents du parti n'ont pas pour autant le droit de citer, ils vont faire leur jeu, ils vont faire le tour qu'ils veulent, le tour du Bénin, en disant dans les coulisses qu'ils peuvent être candidats, sans pouvoir le dire officiellement. Parce que leur patron est encore là, n'a pas dit son dernier mot. Et donc, leurs élus également n'ont pas proprement parlé le pouvoir de dire on peut faire du chantage aujourd'hui. Donc, au moins, il y a ce cas de figure. Sinon, qu'on aurait pu élargir, moi je l'ai toujours dit, il faut élargir au niveau des conseillers communaux. Pour dire oui, les conseillers communaux peuvent aussi. Si les conseillers communaux pouvaient parrainer, évidemment, le parti FCBO pourrait avoir des parrainages parce que quand on va faire la somme des élus au plan national, je suis sûr qu'ils auront les 28 parrainages ou je sais quoi. Mais écoutez, attendons de voir ce qui va se passer. Mais comme je l'ai dit, il faut que sur cette question de parrainage, les gens fassent très attention parce que c'est à ce moment qu'ils tomberont dans le piège. Marc Goudianou, nous l'avons entendu l'affirmer ce dimanche. Janvier Yawédéou affirmait que l'opposition n'a aucune chance de gagner les élections au Bénin. Alors, les élections prochaines, la configuration politique actuelle avec la majorité présidentielle peut-elle influencer le processus électoral? Oui, cette majorité présidentielle va influencer forcément le processus électoral. Parce que déjà, au niveau
local, c'est-à-dire au niveau national, vous voyez déjà les assises de ces partis, même à travers leur représentation au niveau de l'Assemblée nationale, où ils occupent une forte majorité. Et mis à part ça, c'est que éventuellement le pouvoir d'État, d'accord, regorge de beaucoup de cadres qui sont dans ces partis politiques de la mouvance présidentielle. Et donc ça, il s'agira également lors des campagnes électorales et lors de toutes les transactions qui vont rentrer en compte pour pouvoir gagner les élections. Tous ces leaders politiques qui sont également des cadres, d'accord, à divers niveaux, au niveau par exemple de l'appareil étatique, seront redéployés sur le terrain pour aller convaincre, pour aller battre la campagne, pour pouvoir permettre quand même aux partis de la mouvance de faire élire leur duo de candidats. Et donc, en réalité, ce n'est pas anodin parce que lorsque vous prenez par exemple, les partis de la mouvance présidentielle par exemple, et que à un moment donné vous vous référez au passé politique, on a vu le président Boni Yayi avec toute la classe de la mouvance présidentielle, avec tous les moyens qu'il avait, d'accord, de son côté, qui malgré cela, ils ont perdu les élections présidentielles en 2016. Ils avaient tous les moyens, puisqu'à l'époque même, le directeur de campagne en réalité a été ministre des Finances. Et à un moment donné, ils ont mis tous les moyens qu'il fallait dans cette campagne où le slogan fort, c'était « L'après nous, c'est nous ». Aujourd'hui, on parle de continuité. Mais normalement, lorsque vous vous référez au propos de Jean-Willy Ayedéou, qui est normalement un homme avisé en matière politique, je pense qu'on ne prendra pas sa parole pour parole d'évangile, parce qu'il est dans une position. Il est le président ou le coordonnateur des ministres conseillers. Le Premier ministre. Le Premier ministre. En quelque sorte. Donc, c'est le coordonnateur des ministres conseillers. Et les dispositions qui encadrent le rôle des ministres conseillers, on sait. Et donc, il est normalement dans son rôle de pouvoir dire tout ce qui peut arranger le système en place et tout ce qui peut arranger toutes les machinations qui seront mises en place pour pouvoir quand même gagner les élections en 2026. Et donc, ne vous attendez pas à ce que un ministre conseiller ou bien peut-être un membre du gouvernement ou un DG qui est dans le système gouvernemental vienne dire peut-être à la télé par exemple que c'est vrai que nous aurons un peu de doute à pouvoir gagner les élections, ce sera un duel terrible, donc nous on va affecter nos âmes et également l'opposition va dire non, ils se diront toujours qu'ils sont gagnants. On en a vu par le passé. Ils ont toujours gagné depuis 2019. Hein. On en a vu par le passé et donc on peut arriver à avoir des surprises en 2026. Et le chef de l'État également en est conscient. Il sait pertinemment qu'il peut avoir des surprises en 2026. C'est pourquoi déjà, ces derniers moments, vous le voyez beaucoup plus dans une position un peu plus souple. Ce n'est pas le Patrice Talon qu'on a connu toujours de 2016 jusqu'à 2025. Peut-être parce qu'il est jusqu'au début de 2025. C'est une opération de charme. Exactement, c'est ça que je dis. Parce qu'il sait que si éventuellement il n'adoucit pas un peu sa position, en étant au centre, parce que tout sera déterminant, ce sera lui qui va tout déterminer au fait. Parce que le pouvoir est en sa main. Et donc, il faut qu'il situe les responsabilités à chaque niveau pour permettre à ce que le jeu électoral soit vraiment démocratique. Et que chaque institution joue son rôle convenablement, comme on en a assisté en 2016. Et donc, c'est lui qui doit tirer la sonnette d'alarme et montrer bien qu'on sache qu'il supporte un camp et qu'il a son camp, qu'il puisse permettre aux autres également de pouvoir aller sur le terrain, d'accord, pour pouvoir essayer de convaincre les populations pour qu'au finish, on ait quand même un duo de candidats, un duo présidentiel qui puisse quand même refléter le besoin ou la réelle aspiration, d'accord, des Béninois et non autre chose. Et donc, du coup, chacun est dans son rôle, hein, chacun est dans son rôle, et que ça ne vous étonne pas, mais en politique, on peut assister à tout, toutes les surprises sont possibles, et personne ne peut se conforter de sa position, d'être plus fort, d'avoir gagné du terrain, mais qu'il sera étonné peut-être au dernier moment, parce que même dans le camp de la mouvance présidentielle, ce n'est pas tous ceux qui crient « je t'aime, Talon » qui aiment Talon. Beaucoup d'entre eux sont dans des positions où, au dernier moment, vous allez les voir changer de camp, changer de veste. Non, je crois qu'il ne faut quand même pas comparer le système Patrice Talon au système Boni Yayi. Boni Yayi, on sait comment lui, il a fonctionné. Avec Patrice Talon, c'est différent. Vous regardez les élections 2019, 2020, 2021, 2023. Attention, on n'a pas vu Boni Yayi avoir cette possibilité d'ouverture. On n'a pas vu... Boni Yayi n'a pas fermé comme ça. Il avait une certaine ouverture qui permettait aux gens d'aller aux élections facilement. On a vu les différents mécanismes mis en place depuis 2009, soit exclusion ou soit stratégie, où on voit tout ce qui s'est passé. Donc quand ils le disent, en réalité, il ne faut pas banaliser ça. Parce que oui, celui qui parle, on a vu comment il a été jeté, je l'ai rappelé hier, du Parlement, comme un malpropre. Et on lui a donné du lait, du miel. Vous voulez qu'il dise quoi? Il ne dira pas autre chose. Et il n'a pas intérêt à ce que le système s'arrête en 2026 parce qu'il a pris goût
Encore que lui, il est venu à... Oui, voilà. une C'est pour période dire, oui, il était déjà pratiquement forcé à une retraite anticipée politiquement parlant. Et on le ramène, on lui donne du miel, vous voulez qu'il dise quoi? Il ne dira pas autre chose. Donc, il n'a pas intérêt à ce que le régime, le système prenne fin en 2026. Donc, quand il dit ça, il ne faut jamais s'amuser et dire que oui, il y avait tout levé en main, il a échoué. Non. Ici, les gens réfléchissent stratégie et mécanismes pour contourner et pour soit empêcher les gens d'aller ou soit alors contraindre les gens à supporter ce qui se passe et à accepter les résultats à un moment donné. Donc, je pense véritablement que quand ces déclarations sont faites, il revient aux populations de comprendre que dès lors que vous allez voter en 2026, vous devez sécuriser votre vote. On a vu des gens prendre les unes sur la tête et suivre jusqu'au niveau des arrondissements pour la compilation. On a vu aussi, mais il revient aussi aux opposants. Parce que oui, eux aussi font économie. Dans 2023, ils ont fait leur machin d'économie au point où ils n'ont pas de représentants dans tous les bureaux de vote. Et après, c'est eux qui sont venus pleurer sur le lait renversé. Non! Vous devez pouvoir faire l'effort d'avoir, et notamment les élus de chaque région, notamment pour les législatives et les communales, doivent faire l'effort de se cotiser même de l'argent à eux-mêmes de leur poche pour sécuriser les votes au niveau des centres de vote et des bureaux de vote. Donc il y a un certain nombre de choses. Moi je pense que dès lors que les gens déclarent des trucs comme ça, il faut véritablement les prendre au sérieux à un moment donné. Parce que d'ailleurs, moi-même qui suis ici, là, écoutez, parfois quand on vous donne du miel, là, qui a jamais pris un bol de miel et a jeté ça? C'est pas du vernonia, hein? C'est du miel, on a dit. Et c'est doux. Et c'est sans effet secondaire. Vous imaginez donc le poste auquel il se retrouve maintenant, c'est sans effet secondaire. Il ne doit rien à qui que ce soit, il ne doit rien aux élus parce que s'il était député, tous les jours, quand il sera au village, les gens vont faire rang devant sa maison. Mais il dira maintenant, je ne suis plus député, c'est Réromé qui est député, allez le voir. Donc il ne doit rien à personne et il a son bol de miel et de lait. Vous voulez qu'on lui coupe ça? Moi je le comprends à la limite, hein, même si je suis scandalisé de les voir dans cette posture. Je pense véritablement que tout le monde doit maintenant être en position, en alerte maximale pour se dire oui, si en 2019 c'est passé, en 2020 c'est passé, en 2021 c'est passé, il se peut qu'en 2023 et 2026 quelque chose soit tenté encore. Il va falloir peut-être véritablement, et le chef de l'État, comme Marc l'a dit, qui en arrive quand même hein, à demander pardon pour cette insuffisance. C'est un message fort, il ne faut pas banaliser ça aussi. Et puis ça peut être aussi une manière de nous endormir, à proprement parler. Soyons sur nos gardes. Et ce qui me fait marrer souvent au niveau des acteurs politiques qui sont proches du chef de l'État et tous les ministres conseillers ou coordonnateurs des ministres conseillers comme Jean-Louis Yaoudéou, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas dans le secret de Patrice Talon. Parce qu'en réalité, le chef de l'État ne fait confiance à aucun d'eux. Il les connaît. Il ne fait confiance à aucun d'eux. Et donc, ils ne sont pas dans ces calculs. Ils ne sont pas dans ces calculs. Ils ne sont pas dans la confidentialité, dans le secret du chef de l'État. Et vous allez voir. Non, le coordonnateur peut participer au Conseil des ministres. Donc, de ce point de vue, il peut être dans les secrets. Vous pensez que les secrets pour les élections de 2026 vont se décider à Conseil des ministres? Pas du tout. Mais en fait, la manière du chef d'État n'est pas dit. C'est pas tout ce que vous avez dit. Vous savez, quand vous avez le miel, alors que vous ne l'avez pas avant, ça vous donne beaucoup plus d'envie, ça vous donne beaucoup plus de motivation. Et même tout ce que vous pourrez dire pour encenser le chef, pour pouvoir plaire au chef, vous allez le faire sans pour autant rester dans le secret du chef. Parce que le chef, c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de prévoir, ce qu'il est en train de programmer. Et bizarrement, malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils l'apprendront au même moment que nous-mêmes, à la dernière minute, d'ici octobre. Je pense le contraire, parce que je dis une chose. En réalité, les déclarations des acteurs politiques, c'est parfois comme des ballons d'essai. Pour dire, nous on a tout pour gagner. Quand ils commencent à dire ça, c'est que le peuple, à un moment donné, il y a des gens qui, rien qu'à entendre ça, vont dire, ils ont déjà tout planifié, ils vont gagner les élections, moi j'ai perdu mon temps pour voter. En fait, c'est de la communication politique. Et c'est pour jouer politiquement. Et ça travaille sur la psychologie des populations. Certains électeurs pour dire, ils disent ça veut dire qu'ils ont déjà fait ça, ils ont gagné en 2019, non, en 2020 ils ont fait ça, non. Moi j'ai perdu mon temps pour aller voter. En réalité, c'est un jeu. C'est pour ça. Nous ne sommes pas là nous sommes là également pour montrer aux uns et aux autres qui suivent en réalité que c'est juste un jeu et que ceux-là qui le font ne sont pas forcément envoyés, primo, peut-être pas le chef de l'État forcément, pour aller dire ça, mais c'est eux-mêmes qui déterminent la ligne de leur communication à des moments donnés et parfois ça sort comme ça sort. Dès lors que ça sort du cadre formel et que les gens vont jusqu'à dire des choses en réalité, si ils n'ont pas une caution, on doit pouvoir les rappeler à l'ordre. Parce que c'est dans cette sortie à fête de ministre conseiller que l'autre est allé faire. Ils ne le font pas au nom du parti. Je dis, c'est dans cette affaire de sortie de ministre conseiller que un ministre authentique est allé suivre un ministre conseiller en faisant une erreur de communication et ça lui a coûté cash. Et donc en réalité, on peut sanctionner. Dans le cas, le ministre conseiller n'a pas été ébranlé. Donc comprenez justement, c'est pour ça que nous allons poursuivre, aborder un autre sujet sur ce plateau. Commune de Soava, le HCPC, la Criette et la BEF invités sur des soupçons de malversation en marché public. Marc Goudjan. Oui, au fait, vous savez, en ce qui concerne la gestion au niveau des mairies, avec l'arrivée des SE, normalement, l'objectif, c'est que ça limite un certain nombre de malversations liées, par exemple, à la gestion des maires.
et qu'il ne soit plus forcément la main dans, je dirais, la valise d'argent. Et donc, ça a pu scinder en réalité le rôle de chacun. Dans la bonne gestion, par exemple, de la décentralisation, par rapport aux nouvelles réformes qui ont été mises en place. Ce qui ne devait pas être le cas puisque la décentralisation n'avait pas prévu totalement ce mécanisme-là. Et donc, ça fait une innovation qui est venue. Mais malgré cela, vous allez constater que malgré cette réforme des SE, on a vu des SE qui étaient mêlés à des malversations. On a vu des PRMP qui étaient au niveau des mairies qui ont été mêlés à des malversations. Et donc, lorsque vous avez ces soupçons, par exemple, ça devait normalement attirer l'attention des uns et des autres parce que l'on a vu par le passé des mairies, d'accord, qui ont été mêlées à ce genre de problèmes. Et donc, lorsque vous allez par exemple dans certaines mairies et que par exemple vous ne voyez pas qu'il y a soulèvement de problèmes liés à la gestion et que le maire ne se fâche pas totalement contre son SE ou bien que vous n'avez pas des soupçons liés par exemple au PRMP, demandez-vous dans quel deal ils se mettent en réalité pour mieux s'entendre et pour pouvoir porter la commune. Parce que généralement la plupart des acteurs sur le plan technique qui sont envoyés au niveau des mairies ne sont pas des ressortissants des mairies en réalité ou de la zone. Mais généralement c'est que les maires sont issus de la zone, de la localité. Lorsque vous prenez l'exemple comme la mairie de Soava, par exemple, le maire, il est de la commune de Soava. Et beaucoup d'autres conseillers, d'autres cadres également sont de la mairie de Soava. Et donc, ça veut dire que si on envoie quelqu'un pour pouvoir régir le fonctionnement de la mairie et qu'il y a des soupçons, allez voir alors de près quel type de copinage ou bien quel type de lignée, par exemple, qui peuvent exister entre tous ceux qui sont dans la chaîne d'exécution, à passer par le PRMP, à passer par le SE et à venir peut-être au maire. Et donc, si éventuellement on a des structures en place qui sont habilitées normalement à contrôler la gestion au niveau des mairies, qui sont arrivées à des moments donnés à révéler des malversations liées à la gestion des SE, liées à la gestion des maires également, c'est qu'il faut attirer l'attention de tout cet appareil, en l'occurrence ce cas sur le journal par exemple, qui dit il faut que la Criette également, il faut que l'ABEF également puisse avoir un regard sur la gestion qui se fait parce que vous savez, pour la plupart des Béninois par exemple, lorsqu'ils commencent à pouvoir acquérir un certain nombre de biens, qui commencent à étonner. On connaît le salaire de maire, on connaît le salaire peut-être d'une autorité ou bien d'un SE, par exemple. Et on commence à voir que les réalisations qu'il fait, les dépôts qu'il fait, les transactions financières qu'il fait, c'est vraiment douteux. Et quand c'est comme ça, il faut que toutes les dispositions et tous les appareils judiciaires qui ont été mis en place pour pouvoir contrôler cet état de choses puissent être réellement activés. C'est là également le rôle de Jacques Migan en tant que haut-commissaire. Lorsqu'il a pris sa mission aujourd'hui, on veut également qu'il puisse aller en profondeur pour que ces cas de suspicion qui sont soulignés, ces cas de soupçon qui sont également soulignés, qu'ils aillent enquêter ou bien qu'ils aillent de façon détournée faire des investigations au niveau de ces mairies-là. Pourquoi ne pas lancer des audits au niveau de ces mairies-là? C'est possible de le faire. Des audits spontanés. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'au niveau des commissariats, par exemple, il y a un service de contrôle qui va de façon périodique au niveau des commissariats pour contrôler la façon dont les fonds sont gérés. Et ça permet d'avoir une veille sur la gestion des ressources. Et de la même façon, il faut de façon inopinée, au niveau des mairies, au niveau même des SE, en ce qui concerne la gestion, parce qu'ils sont des humains. Et on a même déjà constaté que par le passé, beaucoup d'entre eux ont été mêlés à des malversations. Et donc, pour certains, ne sont pas exclus. Et donc, pour ces cas de soupçon qu'on a également, on dit généralement au Bénin, mais on doit retourner ailleurs. Et donc, il faille quand même à ce que toutes ces structures-là aillent quand même mener des enquêtes, aillent approfondir pourquoi on est en train d'avoir ces soupçons. Mais pensez-vous que le recours systématique de la répression judiciaire est la solution pour mettre un terme... Non, bon, la répression, ce n'est pas une répression judiciaire en réalité. C'est un système de contrôle. C'est comme même dans notre maison ici, par exemple, vous avez un comptable ou un financier, par exemple. Le directeur ou le responsable peut décider à n'importe quel moment, quand il veut, d'envoyer un service d'audit pour contrôler. Et donc, ce n'est pas un harcèlement en réalité. C'est un système qui est mis en place en réalité pour mettre la traçabilité dans toutes les opérations que vous arrivez à faire. Et ça sécurise non seulement, on parle des mairies, ça sécurise également les ressources de la mairie, mais ça permet également que ces ressources soient orientées vers la bonne cible. Parce que si éventuellement on ne le fait pas, et en tant que responsable, en tant que directeur, s'il ne le fait pas peut-être, ou bien si en tant que promoteur, il ne le fait pas, ça veut dire qu'il se peut que vous et nous, en tant qu'employés, que vous vous retrouvez dans des difficultés à être payés. Pas seulement à cause parce que vous n'attirez pas des ressources, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion et parce que le promoteur n'a pas eu l'idée d'envoyer un audit pour aller contrôler tout ce qui se fait. Et donc c'est pareil au niveau des mairies, ce n'est pas un harcèlement. C'est un système qui est prévu. Pourquoi les auditeurs existent? C'est parce qu'on sait qu'à un moment donné... Pourquoi j'ai étudié pour être auditeur? Pour être auditeur. C'est pourquoi on leur donne du boulot. Non, je crois que nous allons aider notre
papa Jacques Mégan a bien fait son travail pour espérer que en 2026, il soit reconduit à ce poste du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, parce que véritablement, il ne faut pas qu'il attende chaque fois que ce soit un ministre qui fasse une erreur de communication pour se donner du boulot. Son boulot, c'est d'aller dans les localités, dans les communes, dans les ministères pour vérifier, pour prévenir la corruption. Et donc, je crois que s'il y a un soupçon et qu'on a de telles informations, il va falloir qu'il descende aussi là. C'est du boulot qu'on lui donne, on verra bien son efficacité. Allez vérifier, parce que oui, vous voyez, moi, quand je lis ça, j'ai de la peine, parce que soit c'est une commune enclavée, les gens ont des difficultés, et si dans cette localité, avec les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, il doit y avoir des dossiers de malversation, de mauvaise gestion, ou je ne sais quoi, de marché public à proprement parler, je crois que véritablement, il faut qu'on s'intéresse à ça. Et je suis d'accord avec Marc. Moi, j'irai même plus loin en disant, nous sommes en train de finir un mandat des maires de 2020 en 2026. Ils ont fait 5 ans, et donc si vous voulez 5 ans plus que 5 ans. Et la première des choses pour moi qu'on doit faire, c'est d'aller vérifier. Déjà, si on peut faire, on peut envoyer des auditeurs dans toutes les communes aujourd'hui. De sorte que ceux qui seront impliqués dans les dossiers de malversation ne soient pas candidats encore. Parce qu'il se peut que des gens soient plongés dans des dossiers de malversation, et puis finalement on les voit encore candidats. Et quand ils sont candidats, ils sont réélus, mais qui aura la suite des malversations? Personne ne le saura. Donc si on peut faire déjà des audits au niveau de toutes les communes, les 77 communes aujourd'hui, ça permet de savoir qui a bien géré, et ça permet aux formations politiques de ne pas positionner des gens qui vont entacher en tout cas l'honorabilité de leur parti politique. C'est un point. Et je pense aussi également que oui, évidemment, quand on regarde un peu ce qui se passe, parce que là, moi j'avais déjà été informé d'un projet à Soir il y a quelques semaines, un projet de pisciculture qui aurait été financé par la Banque mondiale et qui devait former des jeunes, qui devait permettre de vendre du poisson, etc. Mais apparemment, il semble que ce projet marche, mais marche pas comme on l'aurait souhaité, ça ne rapporte pas grand-chose à la mairie, les jeunes ne sont pas véritablement formés, c'est une certaine chose. Je vais bien voir la réaction des autorités de la commune de Soir sur la question pour voir si ce projet véritablement a marché, est-ce que les jeunes ont été véritablement formés, est-ce que ça a rapporté quelque chose à la mairie alors qu'on a investi des millions dedans. C'est très important. Et quand on regarde un peu, moi qui suis allé à Soir à plusieurs reprises dans la commune pour voir un peu les difficultés de la population, il va falloir qu'on assainisse un certain nombre la gestion publique pour commencer par véritablement rendre service aux populations. Et au niveau de toutes les communes, Marc l'a aussi bien dit, quand le maire et le SE ne s'entendent pas, le plus souvent les conseils communaux dénoncent le SE et après on sanctionne le SE ou le PRMP. Mais quand vous voyez qu'il y a silence radio, c'est peut-être qu'ils ont trouvé un terrain d'entente pour que chacun mange. Je ne dis pas que c'est exactement ça dans toutes les communes. Il y a des communes où ça se passe normalement, ils respectent les normes, d'accord. Mais il y a des communes dans lesquelles aucune norme n'est respectée, ainsi on fouille bien. Mais puisque à un moment donné, on s'entend, écoute, mon gars, on s'entend, c'est 50-50 ou bien 75-25. Sur ces bases-là, peut-être dans certaines communes, c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité des dirigeants, que le HCPC Jacques Mégan sorte de son bureau avec son équipe pour aller dans la commune de Soir. Et bien dans d'autres communes, même à Bourg-Clavier, Cotonou, Parakou, si vous voulez, à Bomé, chez moi, à Lada également, pourquoi pas, pour aller vérifier qu'est-ce qu'on a fait de la gestion des ressources de nos communes. Est-ce que véritablement il n'y a pas eu de complicité à des niveaux pour cacher la mal-d'ordre, les mauvaises gestions, la mauvaise gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas de dossiers de corruption? Autant de choses sur lesquelles on peut maintenant mettre hors d'état de nuit ces personnes qui seront impliquées dans les dossiers, qu'on ne les voit pas encore sur des listes au point où les populations soient contraintes d'aller voter pour eux, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'ils n'ont pas été à proprement parler clean dans leur gestion. Il y a quelque chose, je vais rappeler rapidement, oui. Il y a quelque chose que la plupart, par exemple, des populations, d'accord, et des acteurs, des opérateurs économiques qui sont liés, par exemple, par les marchés publics ignorent généralement. Nous avons l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, qui a habilité, par exemple, à recevoir des plaintes liées aux passations des marchés que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des mairies, par exemple. Et donc, vous avez vu à Aplaoué, la personne responsable des marchés publics, la PRMP, a été suspendue. Pourquoi? Vous savez que c'est suite à une dénonciation d'une entreprise, d'accord, qui a remarqué que les règles de déontologie en ce qui concerne l'attribution des marchés n'ont pas été respectées. Et donc, quand elle a dénoncé, il y a l'AMP qui a pris ses dispositions, qui a fait ses enquêtes et qui a remarqué en réalité qu'effectivement il y avait mal donné et c'est ce qui a conduit à la suspension. Il faut également que nous, en tant que population, nous en tant qu'acteurs peut-être de la chaîne, qu'on puisse connaître également tout le mécanisme que le pouvoir public a mis en place pour nous permettre en réalité de pouvoir dénoncer ces choses. Par exemple, si vous êtes victime et que vous-même vous ne dénoncez pas, ça vous engage parfois. Parce qu'il se peut que tous les appareils qui sont mis à disposition pour pouvoir faire ces contrôles soient débordés. D'accord? Et qu'il n'ait pas un regard envers ce type d'affaires. Et donc il faut que chaque acteur qui se sent brimé, que chaque citoyen qui sent qu'il y a des soupçons, puisse quand même trouver les voies appropriées pour pouvoir dénoncer cela. Et si éventuellement ils n'ont pas de retour, par exemple, pourquoi ne pas nous le dire à nos professionnels des médias peut-être, pour qu'on puisse quand même attirer l'attention de ces responsables-là au niveau de l'AMP, au niveau par exemple de l'ABF, de la CRIED et également du HCPC. Un mot avant de terminer parce qu'on est déjà presque à la fin. Quel mot?
C'est sur le troisième sujet, au fait. Je pense que le pour cette HCPC a journée. du boulot. Il faut qu'il descende pour aller voir clair, pour nous rassurer qu'il n'y a rien de tout ça et que la criette n'est pas du boulot et que la BEF aussi n'est pas du boulot. Voilà. Mais, sauf que, Aujourd'hui, la criette et la BEF ont besoin de boulot pour fonctionner. Voilà, qui est dit. Nous ne devons plus consommer au Bénin la marque de tomates concentrées Toastmaster Tasty. Voilà. Oui. Il faut remarquer qu'en réalité, la lettre est venue d'abord du Ghana. Tout à fait. Depuis des jours. Interdiction Et après, également au Togo. Avant que. En fait, moi, ce que je veux relever et qui doit attirer l'attention des responsables au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est que ces produits existent chez nous, comme beaucoup d'autres produits. D'accord? Est-ce que le contrôle est vraiment fait de façon rigoureuse par rapport aux produits de conserve? Puisque éventuellement, si la lettre n'était pas venue du Ghana et que le Togo avait suivi, est-ce que le Bénin aurait pris ses responsabilités? Est-ce que le Bénin, de façon autonome, arrive quand même à contrôler ces produits-là pour voir est-ce que ces produits ne sont pas toxiques pour l'environnement, pour la santé des Béninois? Parce qu'on a également des usines qui en font également ici. Il faut qu'ils aient un regard sur ces usines-là. Vous avez vu récemment au niveau des poissonneries, où on a assisté à ce qui est arrivé dans la commune de Calavi. Et donc, il faut que les responsables s'outillent réellement, les responsables techniques au niveau du ministère s'outillent pour faire les contrôles comme cela se doit. Parce qu'à suivre la chronologie de cet événement, je me dis, les populations sont en danger. Ils sont énormément en danger parce qu'imaginons, peut-être qu'il y a un produit, peut-être dans le même rayon, qui est pire que cette tomate-là et qui est sur le marché. Qui va nous le révéler? Qui va nous le dire? Donc ça veut dire que si le Ghana n'avait pas tiré la sonnette d'alarme et que le Togo n'avait pas pris ses dispositions, peut-être que le Bénin ne prendra jamais ses dispositions par rapport à ce type de produit. Et donc peut-être qu'il y a beaucoup d'autres produits également qui sont concernés. Il y a un produit que je vais citer ce matin. Roland Toniquet, voilà qui vient démontrer des limites du contrôle de qualité des produits importés au Bénin. Bon, heureusement que le gouvernement a pris une décision maintenant. Mais je dis une chose. Nous avons un compatriote qui a un brevet pour faire la boisson Coca-Cola. Je ne fais pas de la publicité ce matin. Un compatriote qui a le brevet pour faire le Coca-Cola. Tous les jours, du Coca-Cola vient du Nigeria et il n'a de marché béninois. De quelle qualité même? On ne connaît pas l'origine. Et ce n'est pas que ça, il y a tellement de boissons qui viennent du Nigeria, on ne connaît pas l'origine. Au Ghana, vous ne pouvez pas prendre ça. Dès lors que vous n'avez pas la certification avec votre produit au Ghana, ça ne rentre pas. Au Nigeria, même à côté, dès lors que vous n'avez pas le NAFDAC sur votre produit, il ne consomme pas. Personne n'autorise dans le pays. Mais ici, ça vient chaque fois. Et quand vous voulez prendre du coca chez la bande, ça n'est pas caché. Oui, la dame vous dit, mais nous sommes tués au quotidien. Parce qu'on ne peut pas, je mets au défi les responsables du ministère du Commerce de nous dire qu'ils peuvent aller nous situer l'origine de ces boissons qui inondent le marché béninois. La qualité de ces produits-là. Donc il y a ça. Alors que nous avons un compatriote qui a fait un prêt à coût de milliards et qui est dans la zone frontière à Sémékraké et qui fait cette boisson au quotidien. Mais le produit qui vient de là-bas vient sur le marché national, et inonde le marché et à moins de prix, à moins de coût. Vous allez voir, on est en 300, mais en 400. C'est cher. Même 250. C'est 200. Vous imaginez? Parfois même. Donc je crois que oui, il ne faut pas attendre que le Ghana prenne une décision. Je crois que je mets les responsables du ministère du Commerce sur une piste également. Allez nous interdire ça. Et ce n'est pas que cette boisson, il y a des produits qui viennent chaque fois. Aucune certification, aucun contrôle sur notre territoire et les populations consomment ça. Donc parce que le Ghana a finalement interdit là-bas, le Togo a pris à rentrer là-dedans. Vous allez au marché, vous voyez comment ces produits le Ghana interdit, le Togo interdit maintenant, on rentre dans la danse aussi, on interdit. Quels sont nos cadres qui sont au ministère du Commerce? Et là, finalement, ils font quoi? Ils n'ont qu'à sortir des bureaux pour aller nous interdire ça. Quand ils mettent des systèmes de contrôle au niveau de nos frontières, même l'eau, même les produits, vous allez voir une boisson qui vient du Ghana, c'est certifié avec leur logo. Vous allez voir des petits papiers couleur jaune, rouge, façon là, sur les produits du gars qui vient de Ghana. Et quand vous allez là-bas, vous avez un produit, vous n'avez pas ce signe sur le produit, vous ne consommez pas. D'abord, ce n'est même pas autorisé, on ne peut pas voir ça sur le marché. Je pense que, au-delà de la tomate, que ceux qui sont au ministère du Commerce, au ministère de la Santé, fassent le travail pour nous aider.